Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Luc la liberté, on peut voir sur CNN actuellement en direct une grosse grue qui est en train de démolir une partie de la Maison-Blanche. On a l'impression que les Américains en reviennent juste pas. Ben écoute, ce sont des images, peu importe ce qu'on pense du projet, là. Toucher à la Maison-Blanche, on le fait à plusieurs reprises dans l'histoire. Toucher à la Maison-Blanche, on le mentionnait hier, je pense, c'est toucher à la maison du peuple. C'est un des symboles les plus connus des États-Unis. Quand on a attaqué le 11 septembre, on avait dit, ouais, il y a le Pentagone, il y avait aussi les tours jumelles du World Trade Center. Mais dans combien de films, dans combien de séries, dans combien de romans, peu importe, allons-y, l'énumération pourrait être longue. La Maison-Blanche, c'est, tu touches à ça, mais tu le fais en prenant toutes les précautions nécessaires. Et il y a un dossier d'ailleurs où il y a une administration qui avait fait école à la matière. Les gens se souviennent peut-être, les maniaques de politique ou les plus vieux d'entre nous, que sous John F. Kennedy, on avait procédé à une restauration de la Maison-Blanche. Et Jackie Kennedy avait dit, c'est moins de l'architecture finalement que de l'histoire. Et ce qu'on voulait avec la restauration, c'était que cette maison-là ressemble à ceux qui l'avaient habitée. Et il n'était pas question de républicains ou de démocrates. Il n'était pas question de plus jeunes ou de plus vieux, parce que Kennedy était très jeune et sa conjointe aussi. Donc, on se projette des années plus tard, on est en 2025, et là, on a quelqu'un qui n'a pas consulté les parcs nationaux, parce que c'est un monument historique, là, la Maison-Blanche. On a quelqu'un qui n'a pas consulté les parcs nationaux, qui va le faire après coup, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Mais tu l'as dit, la pelle mécanique est déjà là, puis le bâtiment est presque à terre. Et il y a deux volets. Donc, il y a ce côté-là. Est-ce qu'il y a un besoin pour une salle de bal? Oui, honnêtement. Est-ce qu'il fallait défaire le Rose Garden pour ça? Est-ce qu'il fallait jeter à terre la East Wing, qui est réservée à un étage à la première dame puis à son personnel, mais en dessous, c'est des bureaux qui, pour les gens, pour la sécurité, par exemple, des salles de rencontres. Donc, est-ce qu'il fallait jeter ça à terre sans consultation? Donc, ça, c'est un volet. Et l'autre, et ça fait jaser énormément aussi, c'est si on appelait ça la maison du peuple, est-ce que c'est maintenant devenu la maison des oligarques? Parce que pressé par les médias et la population, Donald Trump, l'administration Trump, a fini par nous transférer la liste des donateurs. Ce sont des gens qui ont déjà fait affaire avec le gouvernement. Ce sont des gens qui sont proches, dans certains cas, de Donald Trump. Et ce sont des gens qui vont encore obtenir des contrats du gouvernement. Et ce sont ces gens-là qui investissent dans la construction de la Maison-Blanche. Et quand on regarde tout ce que fait Donald Trump, je pense entre autres à la justice ou au sein même du département de la justice, il y a des gens actuellement qui vont traiter une plainte de Donald Trump qui veut qu'on lui verse plus de 200 millions de dollars parce qu'on l'aurait poursuivi injustement. Ce sont ces anciens avocats qui sont au ministère de la Justice et qui vont se prononcer sur une demande du président américain. Je pèse habituellement mes mots, la mafia fonctionnerait pas autrement. Et c'est ça qui me trouble avec la Maison-Blanche présentement, puis avec ce qu'on fait à la Maison-Blanche. On l'a changé, on a ajouté des salles de quilles, on a ajouté une salle de projection pour du cinéma, on a remplacé des courts de tennis par des courts de basket sous Barack Obama. On l'a fait à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'était pas là, ça, l'East Wing au début, pas plus que la West Wing, le fameux bureau ovale. Là. Tout ça a été ajouté avec le temps. Mais encore une fois, on se répète avec M. Trump ou avec le président Trump, il y a la manière, la façon dont on fait ça. Il agit comme si cette demeure-là était la sienne et ce sont ses amis qui contribuent. Puis, est-ce qu'on fait attention au patrimoine? Est-ce qu'on fait attention à l'histoire? C'est un joyau aux États-Unis, c'est un symbole très fort. Est-ce qu'on prend bien soin de ça? Ben oui. Écoute, Bill Clinton avait fait poser, je crois, un tapis en dessous de son bureau pour que les stagiaires puissent s'agenouiller. Non. Excuse, oubliez ça. Non, mais je pense que c'était pour la prière vers l'Est, ça, plutôt. C'était un islamo-gauchiste, tout le monde le sait. Mais Luc, il est pas propriétaire de la Maison-Blanche, il est locataire. T'imagines-tu, toi, je sais pas, un commerce qui est locataire dans un Trump Tower, puis qui décide, lui, le commerçant, tu sais, moi,
crisser à terre un petit mur, là, parce que j'ai le goût d'agrandir. Ça n'a aucun sens, en tout cas. Non, je te disais, c'est la manière. Un meneur autoritaire va faire ça. Tu ne consultes personne, incluant les gens qui on réfère habituellement. Puis ce sont des amis ou des gens qui espèrent, d'abord des gens qui ont déjà obtenu des contrats du gouvernement et qui souhaitent en obtenir, qui mettent la main dans leur poche. Mais pour 1 million ou 5 millions de dollars donnés, combien en a-t-on déjà reçu et combien va-t-on en obtenir dans l'avenir? Disons, si on restait juste plus poli et très politically correct, ça manque un peu de transparence, tout ça. Un peu. Parle-nous rapidement du peut-être prochain maire de New York, un personnage controversé. Écoute, je t'en parle parce que l'élection a lieu début novembre et aussi parce que le favori est plus à gauche que tout ce qu'on a vu probablement dans l'histoire jusqu'à maintenant, en tout cas dans l'histoire récente. Monsieur Mamdani, en fait, il est critiqué habituellement parce que ce qu'il veut mettre en place, c'est très à gauche, mais aussi parce que ça coûte cher. Des épiceries gérées par la ville, création de logements sociaux, geler les prix de certaines catégories de logements à New York. Donc, il est allé sur le terrain, a écouté les gens, et c'est un populiste de gauche. On associe ça à droite habituellement, le populisme. C'est un populiste de gauche, il est très habile, c'est un bon orateur. Et hier, il ferraillait pour la dernière fois contre Andrew Cuomo, qui est l'ancien gouverneur de l'État, qui a été battu par Mamdani dans les primaires démocrates et qui là se présente comme indépendant. Donc, Mamdani et Cuomo en sont presque venus au coup hier. C'était d'une rare violence, les échanges. Et il y a un républicain dont plus personne parle ou ne parlait avant les derniers jours, qui est Curtis Sliwa. Donc, qui est un vieux de la vieille en politique américaine. C'est un républicain, mais qui a une longue histoire. M. Sliwa va presque pas chercher de points. Il va en chercher juste assez pour qu'Andrew Cuomo dise vous devriez vous tasser de la course parce que tout ce qui est au centre et à droite devrait voter pour Andrew Cuomo pour qu'on puisse bloquer Mamdani. Et M. Cuomo a un peu raison. Si jamais le vote continue à être divisé, on aura peut-être un maire à New York qui va être très progressiste. Et tu peux être certain que les progressistes démocrates de Washington le surveillent, Mamdani. Parce qu'on va se demander, est-ce qu'on est capable de reproduire cette recette populiste de gauche ailleurs aux États-Unis en prévision d'une campagne nationale? Donc, Mamdani, il y a deux objections ou deux fronts sur lesquels il va lutter. Ce dont je viens de parler, des promesses très généreuses qui comblent de réels besoins, mais qui vont coûter excessivement cher, qui n'ont pas réussi partout. Par exemple, il est pour des services de garde qui ressemblent aux nôtres ici. Donc, c'est une mesure qui ne choquerait pas ici, mais dans un contexte américain, c'est plus difficile à vendre ou à passer et surtout à financer. Donc, il y a les questions budgétaires. De l'autre côté, il y a une photo de M. Mamdani dans les derniers jours qui fait énormément jaser. Il est avec un imam qu'on a déjà vu aux côtés de politiciens qui est Siraj Wahhaj. C'est quelqu'un qui s'est converti, c'est un Américain, qui s'est converti à l'islam il y a une 50aine d'années et c'est maintenant un des imams les plus influents à New York. Et le problème pour M. Wahhaj, c'est dans son passé et dans son entourage, il y a beaucoup de choses louches. Wahhaj a été lié, par exemple, à la première attaque contre le World Trade Center, c'est 1993. Ce sont des membres de sa mosquée qui ont été arrêtés en lien avec ça, sans qu'on ait jamais pu accuser M. Wahhaj. Mais c'est grave. Son propre fils a été derrière les barreaux pour avoir radicalisé et entraîné des gens. Donc, lui n'a rien, entre guillemets, à se reprocher en termes de terrorisme, même si le FBI un ancien du FBI a déjà averti M. Mamdani, grosso modo, trouvez-vous donc d'autres amis. Donc, la photo est controversée pour ça. Puis on reproche M. Wahhaj aussi des propos homophobes. Donc, une application d'une version, disons, de la loi islamique ou d'une interprétation du Coran. Tout ça pour dire, Wahhaj, il a déjà fait campagne, il a fait campagne avec Eric Adams, le maire actuel, qui est maintenant un indépendant, il s'est retiré de la course, mais on l'avait vu avec les 3 derniers maires qui ont fait campagne. Mais on sait bien sûr que Mamdani est lui-même musulman, c'est un musulman chiite, si je ne me trompe pas, Wahhaj est un sunnite, il n'y a pas forcément d'atome crochu, mais les deux, donc, sont apparus souriants. Et là, hier, dans les attaques frontales d'Andrew Cuomo, il y avait vous êtes pour la Palestine, on vous reproche à Wahhaj et à vous d'être probablement antisémite, et on reproche à Wahhaj son passé.
Qu'avez-vous à dire? Hein? Est-ce que les New-Yorkais devraient s'inquiéter de ça? Donc, c'est une des attaques qu'on a menées contre Mamdani, qui lui a dit, ben, à ce que je sache, il n'a rien à se reprocher au Hajj, et vous ne parlez de ça que parce que moi, je suis musulman. Vous ne l'avez pas reproché à mes prédécesseurs, vous ne l'avez pas reproché à Eric Adams. Donc, pourquoi vous me le reprochez à moi maintenant? Peu importe dans quel cas on est ou comment on va trancher là-dessus, dans le contexte actuel, ça pourrait donc être une haie ou être un obstacle pour Mamdani d'ici au vote je pense que c'est le 4 qu'on vote à New York. Coudon, s'il est élu maire de New York, Trump va envoyer la garde nationale, j'imagine. C'est ce Libérer qu'il a dit. Donc, écoute, tu peux pas être plus opposé. On parle de deux populistes, M. Mamdani et Trump, mais tu peux pas avoir plus opposé comme contenu derrière le populisme. Donc, ça va être D'ailleurs, M. Cuomo a dit ça hier. Tiens, tu viens de me relancer là-dessus. Dans le débat que je réécoutais aujourd'hui, M. Cuomo a dit: moi, je suis capable de freiner la garde nationale. Donald Trump a déjà dit qu'elle allait l'envoyer si vous êtes élu. Votez Cuomo parce que moi, je vais être assez ferme pour résister à Trump. Donc, c'était un des arguments de Cuomo pendant le débat hier. Aïe, aïe, merci beaucoup. Ça joue dur. Merci, Luc. Salut.